Il s'agit bien entendu de la pièce Le bourgeois gentilhomme de Molière. Comme vous savez très bien, il s'agit d'une pièce comique. Les appellations diffèrent. Entre autres, on peut choisir le fait de l'appeler une pièce théâtrale comique, une pièce de théâtre comique, une pièce comique, ou tout simplement on peut dire une comédie. Et là, en parlant de comédie, ou pièce théâtrale comique, ou pièce comique, et ainsi de suite, l'élément commun, l'aspect commun entre toutes ces appellations, c'est le fait qu'elles soient, ou bien que le texte littéraire soit comique. C'est-à-dire il est marqué par une tonalité comique. Et quand on dit comique, cela a tendance de faire allusion, sans aucune hésitation, à l'aspect du rire, ou plutôt à l'élément du rire. C'est un texte qui suscite le rire, c'est un texte doublé d'une dimension de moquerie, parfois. Il y a un rire de geste, autrement dit, il y a un comique de geste, c'est-à-dire l'acteur sur scène, sur la planche, par le biais de son jeu, par le biais de ses gestes, suscite le rire. Il peut aussi susciter le rire par le biais de la parole. Il y a aussi ce qu'on appelle un comique de situation, c'est-à-dire un quiproquo par exemple. Deux acteurs, un malentendu s'installe entre deux acteurs et leur faux dialogue suscite le rire. Nous avons parlé de comédie. Il fallait signaler avant de passer au personnage de la pièce en vigueur. Il faudrait signaler que la comédie, il y a des pièces comiques qui datent de l'âge classique. En parlant bien entendu de Molière, il y a une comédie de Molière par exemple. Et là on parle en termes de comédie classique, par opposition aux comédies modernes, qui se produisent et que l'on joue dans notre ère, plus ou moins moderne. Il y a aussi la tragédie classique, à savoir la tragédie antique, la tragédie grecque. Citons entre autres la tragédie d'Antigone de Sophocle, par opposition à son adaptation, à savoir Antigone de Jean Anouilh, qui a été créée puis mise en scène pendant le XXe siècle. Maintenant, puisqu'il est question de parler de la pièce Le bourgeois gentilhomme, il faudrait passer tout d'abord par les personnages de cette pièce. Bien entendu, le bourgeois gentilhomme, c'est le personnage éponyme, si vous voulez, c'est celui qui accorde c'est son nom qui a été attribué à la pièce. Il s'agit d'un bourgeois qui est hanté par le désir de vouloir appartenir à la noblesse. Sa femme, qui s'appelle Madame Jourdain, il a pris son nom, Lucille, la fille de ce couple, et sa servante Nicole. Cléante, il est amoureux de Lucille, et dans cette pièce, nous allons voir comment il est venu demander la main de Lucille auprès de son père, auprès de sa famille, plus ou moins. Coviel, c'est un valet de Cléante, valet, une sorte de serviteur. Dorante, c'est un comte. Le comte est l'un des titres des familles nobles, si vous voulez, de la France. On parle de duc, on parle de vicomte, on parle de baron, de chevalier, gentilhomme. Ce sont là les titres, certains des titres de la noblesse. Dorimène, marquise, et marquise, le mot marquise fait allusion à ce champ lexical des titres de la noblesse aussi. Élève du maître de musique, un maître à danser, maître d'armes, maître de philosophe, maître tailleur, un garçon tailleur, de laquais, laquais ça veut dire des serviteurs aussi. Nous allons voir leurs photos par la suite, une sorte de photo d'un musée de France.
et plusieurs musiciens, des artistes. Voilà grosso modo les personnages de cette pièce. Là, une photo plus ou moins de laquais, à droite un laquais plus ou moins moderne, et à gauche un laquais plus ou moins ancestral de l'ère classique. La vidéo, là je voudrais signaler qu'il y a plusieurs adaptations, plusieurs mises en scène de la pièce Le bourgeois gentilhomme postées sur YouTube, qu'on peut voir légalement sur YouTube. Il y a plusieurs mises en scène et c'est à cela que fait allusion cette diapo. Le texte, avant de commencer la lecture de l'extrait de la scène d'exposition qui est programmée pour cette séance, il va falloir commencer par la didascalie. Et comme on a déjà vu, la didascalie fait partie de ce champ lexical du théâtre. Un certain nombre de termes qui constituent une particularité d'une pièce de théâtre. La didascalie, c'est une sorte d'indication scénique qui donne des informations sur le jeu. Si dans un roman ou dans une nouvelle, on a un narrateur qui pourrait nous éclaircir sur les sentiments, sur le portrait, un certain nombre d'éléments que les personnages n'évoquent pas à travers leur dialogue, dans une pièce de théâtre, il n'y a pas un narrateur, mais il y a plutôt ce petit texte, généralement mis en italique, et qui donne des informations sur ce qui se passe sur scène. Le décor, l'éclairage, le vestimentaire, et ainsi de suite. Donc je lis cette didascalie. La scène est à Paris. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments. Instrument, ça fait référence à la musique. Et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Une sérénade, ça veut dire un spectacle musical, une sorte de concert. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Et vous aussi, de ce côté. Est-ce fait? Oui. Voyons, voilà qui est bien. Est-ce quelque chose de nouveau? Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme fût éveillé. Peut-on voir ce que c'est? Vous l'allez l'entendre, vous l'allez entendre, avec le dialogue, quand il viendra, il ne tardera guère. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il nous le faut à tous deux. Ce nous est une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et une douce rente que ce monsieur Jourdain, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'il est allé se mettre en tête, et votre danse, et ma musique, aurait à souhaiter que tout le monde lui ressemblait. Non pas entièrement, et je voudrais pour lui qu'il se connaît mieux, qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons. Il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien, et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire, les applaudissements me touchent, et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essayer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage, et par de chatouillantes approbations, vous régalez de votre travail, oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caressées d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont ces douceurs exquises, que des louanges éclairées. J'en demeure d'accord, et je les goûte comme vous,
Il n'y a rien assurément qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Des louanges, toutes pures, ne mettent point un homme à son aise. Il faut mêler du solide, et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites, qui parle à tort et à travers, de toutes choses, et n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Il a du discernement dans sa bourse. Ses louanges sont monnayées, et ce bourgeois ignorant nous vaut mieux, comme vous voyez, que le grand Seigneur éclairé qui nous introduit ici. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent, et l'intérêt est quelque chose de si bas, qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne, assurément, mais je n'en fais pas tout mon bonheur, et je voudrais qu'avec son bien, il eût encore quelque bon goût des choses. Je le voudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux, autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde, et il payera pour les autres ce que les autres loueront pour lui. Le voilà qui vient. Rappelons ensuite à la lecture de cet extrait qu'il s'agit ici de la scène d'exposition. La scène d'exposition, c'est-à-dire la première scène d'une pièce de théâtre, de la comédie molièresque, c'est-à-dire de Molière, où deux artistes s'entretiennent brièvement avant l'arrivée de M. Jourdain. À propos de M. Jourdain, justement, leur dialogue révèle un portrait très péjoratif. Péjoratif, nous avons vu dans le cours que le mot péjoratif veut dire une description négative, plutôt négative, un portrait négatif, dévalorisant, un portrait dépréciatif d'un bourgeois possédé par l'idée et la volonté d'appartenir à la noblesse. On peut utiliser ici le mot hantise, il est hanté, possédé, obsédé par, il a une obsession par la volonté de devenir noble. Pour cela, il fait appel à ces artistes pour lui apprendre la danse et la musique. Bref, lui apprendre de l'art, deux aspects de l'art. Ces derniers, à savoir ces deux artistes, se trouvent étonnés, stupéfaits, devant l'ignorance choquante de ce bourgeois, et se rendent compte qu'il était incapable de saisir, c'est-à-dire de comprendre, de saisir la subtilité, la beauté de l'art. Et pourtant, ces deux artistes se trouvent obligés, poussés par leurs besoins, et l'amour de l'argent aussi, je dis, ces artistes se trouvent obligés de flatter un homme qu'ils qualifient de sot, c'est-à-dire d'idiot et de stupide. Non pas par amour de l'art, mais plutôt pour l'argent que ce bourgeois, un homme assez riche, qui pouvait leur cet argent dont ils ont besoin et qui peut leur donner sans aucun problème. Voilà. Après cette brève présentation, et avant de passer aux axes possibles dans cette scène, il fallait passer d'abord par une précision qui porte sur le genre, le support, la tonalité ou les tonalités et la situation de cet extrait. Pour le genre, il est tout à fait clair. On pourrait répéter qu'il s'agit d'une comédie classique, une pièce théâtrale comique classique de Molière. Le support, il s'agit bien entendu bel et bien de la scène d'exposition, c'est-à-dire la première scène de la pièce, la première scène du premier acte. La tonalité ou les tonalités ironiques, on peut parler aussi en termes de tonalité comique. Il y a de la critique, il y a de la satire aussi, et polémique dans la mesure où il y avait un tout petit débat, une
confrontation d'idées entre les deux artistes. Ce qui nous permet justement de parler en termes de tonalité polémique. Ironique dans la mesure où M. Jourdain est présenté d'une manière un peu péjorative. Sa description est péjorative, dévalorisante. La situation de passage, comme on sait très bien, on le sait déjà, il y a une situation de passage par rapport à l'œuvre, et là on devrait dire qu'il s'agit de la scène d'exposition de la pièce comique, de la comédie de Molière, et par rapport aux événements, on peut dire que c'est le commencement de l'histoire, c'est le début de l'histoire. On vient de découvrir trois personnages, dont l'un est un personnage essentiel, et cela nous invite à poursuivre la lecture pour savoir de quel personnage il s'agit, parce qu'il y a une sorte de suspense, parce que tout au long de cette scène d'exposition, le personnage principal, en l'occurrence le bourgeois gentilhomme M. Jourdain, n'apparaît pas. Donc on attend son apparition. Voilà. Les axes possibles. Quels seraient selon vous les axes possibles? On peut parler du rire et du comique. C'est un élément essentiel, un aspect fondamental et basique. C'est une nécessité pour que cette pièce soit une pièce comique. Vous avez l'argent. On parle aussi de l'argent. Il y a un ensemble de termes qui tournent autour de l'argent, et on utilise même le mot argent. Vous avez le spectacle et l'art. Et vous avez le portrait, plus ou moins péjoratif. Il y a un portrait péjoratif, il y a une description péjorative d'un personnage. Vous avez l'hypocrisie et la flatterie. Ces deux éléments se réalisent simultanément dans la mesure où les deux artistes n'expriment pas un respect pour ce personnage, et pourtant ils sont là pour son argent, ils sont dans l'obligation de lui dire de belles choses, de lui adresser la parole avec respect, alors que la réalité est tout à fait paradoxale. Voilà. Nous passons au premier axe, le spectacle. Lorsqu'on parle en termes de spectacle, normalement, on devrait faire un travail de repérage en cherchant un réseau lexical, ce qu'on appelle un champ lexical de termes qu'on pourrait normalement mettre sous le titre du spectacle. Et là, on peut parler en termes de applaudissements, la beauté d'un ouvrage, le mot beauté, la création artistique est dotée de la beauté. Et la beauté est un élément, est un caractère essentiel pour parler en termes de beauté. Composition. La composition est un terme très répandu dans le domaine de la musique. Vous avez le mot sérénade, qui veut dire spectacle musical ou bien concert. Là, il est très pertinent que ces termes-là justifient le choix de parler en termes de spectacle. Et on est dans le cadre de l'art. Le deuxième axe, c'est l'argent. Il faut passer par l'argent, parce que déjà le titre révèle cet aspect lorsqu'on parle de bourgeois. La première chose à laquelle on devrait penser en parlant de bourgeois, de bourgeoisie, c'est le fait de parler en termes d'argent. Il y a l'argent, et vous avez le mot il les paye bien, payer, et le mot honte. C'est le champ lexical de l'argent par pertinence. Le troisième axe, l'artiste flatteur est matérialiste. Flatteur, c'est-à-dire il est dans l'obligation de dire de belles choses. Un homme qui ne respecte pas. Ce sont des choses dites contre sens, contre volonté, contre jugement, contre conviction personnelle, et on est là dans la flatterie.
Et pourquoi? Parce que on a fait de ces artistes, ou l'un des deux, en fin de compte, un artiste matérialiste, qui cherche l'argent d'abord. Pour lui, d'abord l'argent, et puis après, on peut parler en termes d'art. Donc, le premier terme, c'est la première expression, le premier exemple qui renvoie à cet aspect-là. L'extrait, il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Il comprend parfaitement que ce monsieur est incapable de comprendre ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il produit, ce qu'il crée, puisqu'on est dans l'univers de l'art. Et l'essentiel pour lui, c'est qu'il soit bien payé. Deuxième expression, ou bien deuxième énoncé, ou bien deuxième citation, je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Et là, le débat qui commence, qui se déclenche, et l'aspect polémique qui se voit à travers cet extrait, cette citation. Troisième citation, j'en fais pas trop mon bonheur. Là, ça accentue encore une fois cet aspect de vouloir donner de la valeur d'abord, la primauté d'abord à l'art. Quatrième citation, c'est lorsqu'il dit « Son argent redresse les jugements de son esprit ». C'est très bien que son esprit est incapable de comprendre les subtilités, les délicatesses de son art, et pourtant l'essentiel pour lui, c'est son argent. Voilà. Puisqu'on a parlé du portrait péjoratif, dévalorisant, de cette description négative d'un personnage aussi important que M. Jourdain, on a fait de lui un homme crédule. Crédule, c'est-à-dire naïf, stupide, passez-moi l'expression. La première citation, c'est « se produire à des sots ». Le mot « sot » est tout à fait choquant devant des sots, c'est-à-dire des gens qui sont incapables de comprendre quoi que ce soit. Bête, stupide, idiot et ainsi de suite. Ce bourgeois ignorant, il a utilisé le mot ignorant, qui parle à tort et à travers. Donc il y a un caractère absurde et arbitraire dans son discours. De toute chose. La barbarie d'un stupide. Et on fait là la fusion entre deux termes. L'un est aussi choquant que l'autre. L'un est aussi brutal que l'autre. La barbarie, il est barbare et en même temps stupide. Voilà, ces expressions montrent clairement, pertinemment, que ce bourgeois gentilhomme, ce monsieur Jourdain, est un homme ignorant, analphabète, incapable de comprendre l'art. Et l'essentiel pour ces artistes, c'est son argent. Même s'ils avaient la conviction, certes, que ce monsieur est incapable de déguster, entre guillemets, de savourer, entre guillemets, de comprendre l'art. Voilà. La synthèse. La synthèse, bien entendu, il s'agit d'une pièce de théâtre qui commence par l'exposition. Toute pièce commence par l'exposition et voilà pourquoi on l'appelle la scène d'exposition. Celle-ci correspond, comme on l'a déjà vu, à l'incipit de la nouvelle et du roman. Le roman, c'est un genre littéraire qui n'est pas encore développé au niveau du tronc commun, mais on a vu la nouvelle, que ce soit la nouvelle fantastique, que ce soit la nouvelle réaliste. Et dans ces deux genres littéraires, si vous voulez, il y a toujours un incipit, c'est-à-dire un texte de déclenchement du début. Et là, puisqu'on parle en termes de scène, puisque la pièce de théâtre comporte une subdivision, une division principale et secondaire, principale à savoir l'acte et secondaire à savoir scène, là on peut parler en termes de scène d'exposition. Mais on ne parle pas en termes d'incipit lorsqu'il s'agit du théâtre. En général, elle contient des renseignements sur le temps, l'espace, le cadre spatio-temporel, les personnages, avec leurs portraits, chose qui a été pertinemment faite à travers cette scène d'exposition. Et leurs portraits physiques et moraux, et l'action. Elle répond très souvent aux questions suivantes. Où? C'est d'une maison, dans une maison, un château, un palais si vous voulez, puisqu'on parle d'un bourgeois. Ça n'a rien à voir avec
les maisons misérables des Tuvache et des Valins. C'est une maison avec des serviteurs, avec des valets, ainsi de suite. Quand et qui et de quoi il s'agit, ce sont des questions que l'on se pose normalement, pour lesquelles on a eu assez de réponses. Il est question ici d'un bourgeois naïf, pour le quand normalement c'est le début de la journée, puisqu'on attend que ce monsieur se réveille. Donc normalement on peut imaginer qu'il s'agit du début de la journée. Qui, c'est pour le moment dans la scène d'exposition des artistes. De quoi il s'agit? Il parle de l'argent, de l'art et de ce personnage, à savoir Monsieur Jourdain. Il est question ici, je continue, il est question ici d'un bourgeois naïf, c'est-à-dire crédule, qui croit tout ce que l'on lui dit. Voilà. Et qui voudrait devenir noble. Il est entouré de personnages hypocrites qui veulent profiter de son argent. Ces messieurs-là, ces artistes-là, et puis par la suite on verra d'autres personnages, savent très bien que ce monsieur est incapable de saisir la beauté de l'art. Il n'est pas instruit, il n'est pas cultivé, il est analphabète, il est ignorant, et pourtant ils se disent, bon voilà, tant pis pour lui, on peut gagner son argent, on peut profiter de son argent. Voilà pourquoi on parle en termes de personnages hypocrites et flatteurs. Il s'agit d'un dialogue qui traite également de la valeur de l'art. Et là, Molière critique l'arrivisme de certains artistes qui dévalorisent l'art pour l'argent. Donc il y a une question, est-ce que c'est l'art d'abord puis l'argent, ou bien c'est l'argent d'abord puis l'art? Donc c'est une question existentialiste, si vous voulez, pour les artistes, et qui continue de tarauder l'esprit à la fois des artistes, des critiques et des amateurs de l'art, et de toute personne qui aime l'art. C'est une question qui se pose depuis très longtemps et qui continue de se poser jusqu'à aujourd'hui. Il y a tout un débat universel sur cette problématique. Est-ce que c'est l'art d'abord ou bien c'est autre chose? Il critique également un bourgeois ignorant qui croit pouvoir tout faire avec son argent et se trouve entouré, de par son esprit crédule et naïf, de personnes flatteuses et hypocrites. Voilà, ma présentation touche à sa fin. Je vous laisse entendre et revisualiser, si vous voulez, ce support. Vous notez vos questions et elles seront les bienvenues. Merci.